Et là. Léonard, toi qui comprends l'harmonie de ce monde, de ses proportions, Oui? il va falloir que tous les humains de toute la planète suivent mes règles. Maître? Oui, c'est moi, le maître. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Hello, Aujourd'hui, nous parlons de métrologie. c'est l'étude du métro. Mais non, jeune humoriste. La métrologie, c'est la science de la mesure. C'est une discipline certes peu connue du grand public, et pourtant, c'est un des piliers de notre civilisation. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi, sans la mesure et la métrologie qui l'accompagne, il n'y a pas d'horloge, pas de GPS, pas de cartographie, Pas de double décimètre. et pas de science. Et ce n'est pas tout. Quand on regarde tous les pays, toutes les cultures du monde moderne, eh bien, on ne partage pas la même langue. Bonjour. Hello, On ne partage pas la même musique. On ne partage pas la même cuisine. Mais on partage tous les mêmes unités de mesure. Et quand on y pense, c'est quand même un gros truc de malade. sauf pour la Birmanie, le Libéria et puis les États-Unis qui n'ont pas adopté le système métrique. C'est vrai, mais leurs unités sont quand même calquées sur les mêmes unités du système international. Et pour info, mon cher Charles, on ne dit plus système métrique. Tous les pays doivent donc se coordonner pour avoir tous le même kilo, la même seconde, le même degré. Ça peut vous paraître bien compliqué tout ça, mais il y a de bonnes raisons de se donner autant de peine. Bref, pourquoi et comment mesurer le monde ? Pour trouver des éléments de réponse, nous allons discuter avec Lucille Julien. Elle est physicienne au laboratoire LKB. Elle nous expliquera pourquoi la quête de précision dans les mesures n'est pas uniquement pour la beauté du geste. Elle reviendra sur la définition de 4 unités de mesure, car oui, en effet, en cette année 2018, l'humanité change la définition du kilogramme, entre autres. Pardon. Nous irons également dans les laboratoires souterrains de l'Observatoire de Paris, où des chercheurs travaillent sur la mesure du temps. Ils sont en train de développer les horloges atomiques du futur, tellement précises qu'elles nous permettront peut-être un jour de tester les lois fondamentales de notre univers. Oh! Et ouais, mais tout d'abord, j'ai un rendez-vous télévisuel avec Bernadette Bensaud-Vincent. Elle est philosophe et historienne. Elle travaille notamment sur le rapport entre mesure et connaissance, mesure et justice sociale, mesure et environnement. Bonjour Bernadette, j'ai l'impression que les humains passent leur temps à mesurer le monde qui les entoure. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que la mesure est utile dans toute la vie quotidienne et dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire que on mesure la quantité d'électricité qu'on est en train de dépenser là pour se communiquer. On mesure la vitesse pour éviter... De se prendre un PV. Ah, vas-y Charles, c'est bon On là. mesure le taux d'audimat à la télévision. Voilà. Et en fonction de ça, ça sert de critère. La mesure sert de critère pour déterminer les impôts. C'est un outil de justice sociale, la mesure. Ok, donc fondamentalement, ça permet de répartir les biens, calculer l'impôt. Mais si on prend du recul, la mesure nous a surtout permis de bâtir le monde moderne, celui que l'on connaît aujourd'hui. La mesure est quelque chose qui intervient beaucoup et dans les techniques, plus encore que dans les sciences. Parce qu'il faut beaucoup de mesures, alors là très très précises, pour fabriquer des machines, pour construire un bâtiment, pour doser des médicaments, même pour faire de la cuisine. Oui, si on veut faire de la bonne cuisine. En tout cas, pour faire de la bonne cuisine, il faut quelques tant de grammes de ceci, tant de grammes de cela, plus un zeste de De science.
Voilà, il faut en tout cas toujours un petit peu, mais c'est du qualitatif là. Hein, c'est de savoir l'apprécier. Mais il faut de la mesure dans toute opération technique. Et il faut en tout cas de la mesure, c'est le principe fondamental de la justice sociale. Hein. C'est que il faut que les choses soient proportionnées. Toute mesure est donc une proportion. Ah, c'est profond ça, hein. Pour mesurer le monde, il faut constamment le comparer à quelque chose, une unité de base. Il existe 7 unités fondamentales à partir desquelles on peut décrire le monde qui nous entoure. Chers amis, c'est à vous. Alors je vous présente L'ampère. pour l'intensité électrique, La mole. pour la quantité de matière, le nombre d'atomes par exemple, Le mètre. bien entendu pour les distances, Le Kelvin. pour la température, La seconde. pour le temps, La candela. pour l'intensité lumineuse, Et le kilogramme. pour la masse. En cette fin d'année 2018, l'humanité a changé sa définition de 4 de ces unités. L'ampère, la mole, le Kelvin et le kilogramme. Mais pourquoi changer de définition? Pour te répondre, mon cher Charles, prenez l'exemple du kilogramme. Vous allez voir pourquoi il était urgent de faire quelque chose. Jusqu'à présent, le kilogramme était défini par rapport à un objet physique. Et le voici, un cylindre créé en 1889 avec un alliage de platine et d'iridium. Toutes les choses que l'on veut peser sur Terre, votre haltère en salle de sport, le kilo de crevettes vendu sur un petit marché en Thaïlande, sont comparées à ce petit cylindre qui se trouve en France. C'est le kilogramme avec un grand K. Son petit nom, le grand K. On l'appelle aussi K0. 0 car une quarantaine de copies ont été créées et disséminées un peu partout dans le monde, afin qu'il n'y ait pas, si je puis me permettre, de poids de mesure. Oui, mais pourquoi changer de définition? J'y arrive, mon petit. Pour répondre à cette question, je vais appeler Lucille Julien, physicienne au LKB, un laboratoire spécialisé notamment dans la métrologie. Bonjour Lucille, tu vas bien? Bonjour Léonard, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Carrément. Alors, je t'appelle parce qu'on fait un épisode sur la mesure et les unités de mesure. J'ai vu qu'il va falloir redéfinir le kilo. Pourquoi? C'est quoi le problème avec le kilo aujourd'hui? Alors, à l'heure actuelle, bon, on dit le kilo, mais c'est le kilogramme, bien sûr. Le kilogramme est très différent des autres unités. Parce qu'il est défini à partir d'un prototype matériel qui est un objet en platine iridiée et qui est déposé à Sèvres, au Bureau international des poids et mesures. C'est en banlieue parisienne, c'est ça? En banlieue parisienne, voilà. Et c'est le seul prototype qui reste pour définir une unité. À l'origine, il y avait également le mètre étalon. Il a été abandonné depuis longtemps. Une barre de métal? Exactement, en platine iridiée. Donc en 1889, on a fait 1 kilogramme et 1 mètre en platine iridiée pour la masse et pour la longueur. Mais le mètre a été abandonné en 1960, ce mètre étalon. Oui, aujourd'hui, le mètre est défini par la distance parcourue par la lumière en une fraction de seconde. Et un étalon matériel, eh bien ça peut être perdu, ça peut être abîmé, il peut lui arriver une catastrophe, il peut y avoir une guerre. Donc c'est quelque chose qui est fragile et qu'on ne peut pas reproduire si jamais il est perdu. Je ne suis pas sûr de comprendre. Quel est le problème? Si on le perd, on le refait, tranquille. Les mesures qu'on a faites avec lui, on ne pourra pas les comparer aux mesures qu'on fera avec un nouveau prototype. On aura toujours un doute. Le prototype sera différent. Tandis que quand on fait une horloge à césium, pour donner la seconde, eh bien on peut la faire partout. On fait son horloge à césium dans son laboratoire et c'est la même seconde. Ok, mais si on ne peut plus utiliser une masse de référence, qu'est-ce qu'on peut utiliser de plus stable? Alors, donc, on peut trouver un objet qui n'a pas été réalisé par les humains. Un objet qui est là dans la nature et dont on pense qu'il est vraiment stable, indépendant de nous et de notre réalisation. Par exemple, la réalisation de prototype, elle est forcément imparfaite. Tandis qu'il y a des choses dans la nature dont on pense qu'elles sont
fixe. Oh, une constante, quoi! Du coup, quelle constante va définir le kilogramme? Alors, la constante qui va être cachée, là, dans la définition du kilogramme, c'est la constante de Planck. C'est une constante importante de la physique qui joue un rôle prépondérant pour tout ce qui est les phénomènes quantiques. Voilà. Donc, la constante de Planck est la constante de la physique quantique. Mais c'est de toute beauté! Quand je vais peser mon kilo de patates, il va être lié à la physique quantique maintenant. Exactement. Et cette constante de Planck va aussi jouer un rôle clé pour les unités électriques. Donc la métrologie, c'est une science particulièrement liée au quotidien. Mais, il me semble qu'elle vous sert également pour d'autres types de mesures. Oui, alors sous le mot métrologie, eh bien, se cachent différents visages. Il y a la métrologie quotidienne, effectivement. Quand vous achetez votre essence à la pompe à essence, il faut être sûr que les litres qu'on vous vend, ce sont vraiment des litres. Donc ça, c'est important, il faut que la pompe ait été étalonnée. Ça, c'est la vie quotidienne. Et puis, il y a la métrologie vue par les chercheurs, comme dans notre équipe, où nous mesurons avec une très grande précision pour aller, traquer les théories physiques dans leur dernier retranchement. Oui, on va en parler, mais revenons aux unités et leur définition. Le but de cette redéfinition des unités, c'est que tous les pays soient un peu maîtres de leurs mesures, non? C'est en France que sont nés le mètre et le kilogramme, au moment de la Révolution française. Et donc, il y avait derrière ce mètre et ce kilogramme un idéal d'universalité que portaient les révolutionnaires français. L'idéal d'universalité des révolutionnaires portait sur tous les humains. On avait défini le mètre à partir du méridien terrestre, pour que ce soit pour tous les hommes de la Terre. Maintenant, redéfinir les unités à partir des constantes fondamentales de la physique, c'est quelque chose qui va bien au-delà de notre Terre. Si un jour nous rencontrions des êtres extraterrestres, nous pourrions leur expliquer nos unités de mesure. Ils pourraient comprendre. Et on sera nous aussi sur la même longueur d'onde. En un sens, oui, puisque nous avons choisi des objets qui ne sont pas liés spécifiquement à notre bonne vieille Terre. Merci, Lucille. Si on doit commercer avec des civilisations extraterrestres, on sera bien préparé. Lucille Julien a commencé à nous parler de l'utilité de la métrologie pour pousser les limites de nos théories physiques. C'est grâce notamment à une mesure du temps de plus en plus précise que l'on peut étudier des phénomènes qui se déroulent très vite dans le temps. On peut le voir dans un reportage du CNRS sur les nouveaux mètres du temps. Les scientifiques travaillent sur le développement d'horloges atomiques encore plus précises que celles d'aujourd'hui. Enfin, il faudrait plutôt dire plus exactes. Regardez. La quête de précision n'est pas près de s'arrêter. Et c'est dans les souterrains de l'Observatoire de Paris que les chercheurs inventent les horloges atomiques du futur. Alors, cette horloge est plus précise, mais elle est plus jeune. Donc, pour pouvoir remplacer les horloges césium, il faut qu'elle gagne en maturité, qu'on puisse la faire fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'elle puisse être reliée aux autres horloges qui sont développées dans les autres laboratoires de métrologie. Le césium pourrait bien se faire détrôner par le strontium, qui bat 10 000 fois plus rapidement. Alors qu'il faudrait 100 millions d'années pour qu'une horloge au césium glisse d'une seconde, une horloge à strontium, elle, garderait le rythme pendant 10 milliards d'années. Des horloges tellement puissantes que les chercheurs espèrent pouvoir les utiliser un jour pour tester avec une nouvelle précision les lois fondamentales de la physique. La théorie de base de la physique s'appelle le modèle standard. Donc c'est cette théorie qui décrit toutes les particules et leurs interactions. Et il y a des observations astronomiques qui remettent en cause, qui mettent à défaut ce modèle standard en introduisant de nouvelles particules, une nouvelle énergie qu'on appelle l'énergie noire ou la matière noire. Et grâce aux horloges qui mesurent des échelles de temps très très précises, on peut observer des tout petits défauts dans la physique actuelle et essayer de valider ces théories qui vont au-delà du modèle standard. Donc, pourquoi mesurer le monde? Parce que c'est en mesurant ce qui nous entoure que l'on découvre ses secrets. C'est aussi grâce à la mesure que l'on peut fabriquer tous les éléments de notre monde moderne. Et comment mesurer le monde? Eh bien, grâce aux unités qui sont redéfinies régulièrement au rythme de nos avancées technologiques. Aujourd'hui, nos unités sont enfin toutes basées sur des constantes de l'univers.
En s'appuyant sur ces nouvelles définitions, nous pourrons faire des mesures toujours plus précises. Ça peut vous sembler réservé aux laboratoires de recherche, c'est vrai. Mais, c'était pareil il y a 50 ans lorsque la seconde a été définie selon les vibrations d'un atome de césium. Et cette mesure du temps ultra précise nous permet aujourd'hui de faire fonctionner nos GPS, nos microprocesseurs et tous nos échanges par l'Internet. Alors, que va nous apporter une mesure ultra fine du kilogramme, du Kelvin ou de l'ampère? Pour l'instant, on ne le sait pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous ouvre des portes vers de nouvelles découvertes. Et en même temps, et ça me rassure, ça montre que parfois, tous les pays peuvent se mettre d'accord sur une chose dans le but de faire avancer les causes de l'humanité. Et je mesure mes mots. À bientôt.